Donc aujourd'hui, nous allons parler du conflit israélo-palestinien qui est le conflit, le sujet de l'horreur. Le conflit israélo-palestinien ne date pas d'hier, comme plusieurs observateurs le savent. Tout d'abord fondé par un mouvement sioniste de Juifs en Grande-Bretagne qui voulait une terre pour les Juifs. Puis la déclaration de Balfour qui en a suivi auprès du gouvernement britannique, qui a créé une colonie en Palestine qui était alors contrôlée par l'Empire ottoman. Plusieurs années plus tard, puis après la Deuxième Guerre mondiale, des millions de Juifs ont été transférés en Israël, qui était déjà à l'époque habité par un peuple appelé justement les Palestiniens, un peuple largement arabe et musulman. Puis ces peuples-là ont été déplacés suite à une campagne de terreur. Puis des millions de Palestiniens ont ainsi dû quitter leur maison durant un événement terrible appelé là-bas la Nakba. Nakba qui se traduit littéralement par catastrophe. La Nakba, c'est important de le savoir, a laissé des souvenirs vivaces dans la région, auxquels on va revenir avec les événements plus récents. Alors, comme vous savez tous, il y a eu aussi un attentat terroriste le 7 octobre contre des civils en Israël, un attentat terrible coordonné par le Hamas, qui est un groupe de résistants palestiniens qui ont choisi la résistance armée dû au fait que les processus diplomatiques depuis au moins 40 ans stagnent. Il y a eu les accords d'Oslo, il y a eu les accords du camp David à une certaine époque, à l'époque de Bill Clinton, dans les années 90, avec Yasser Arafat puis Ariel Sharon. Mais finalement, ces ententes-là n'ont jamais réglé durablement la question palestinienne, c'est-à-dire un État indépendant palestinien aux côtés d'Israël, les deux États se donnant le droit mutuel d'exister et même ayant un fort intérêt à commercer ensemble. Mais la solution à deux États, qui est d'ailleurs la solution privilégiée par les Nations Unies, puis ouvertement par notre propre pays, le Canada, a été mis de côté par des gouvernements successifs israéliens qui ont plutôt choisi de coloniser, par exemple, la Cisjordanie, qui est à côté de la bande de Gaza, en envoyant des colons israéliens expulsés de leur maison, les Palestiniens, par la force des armes si nécessaire. Puis la bande de Gaza, ça ressemble à une prison carrément à ciel ouvert. Il y a des murs tout autour, il y a des tours avec des mitrailleuses automatiques. Pour entrer et sortir, il faut passer par des checkpoints. Puis il y a même des travailleurs qui viennent de là, de Gaza, qui travaillent des fois en Israël, apparemment dans des conditions dénoncées par de nombreux organismes internationaux comme Amnesty International. Toujours est-il qu'effectivement, c'est une situation dramatique. Quant à savoir pourquoi ça a soudainement explosé, pourquoi tant de violence, il y a lieu quand même de se poser la question. Bien, la situation a effectivement pourri depuis des décennies, puis il n'y a aucun progrès notable du côté palestinien. Donc, logiquement, ça cause des frustrations qu'on peut quand même comprendre. Mais encore une fois, pourquoi tant de violence? Pourquoi une telle explosion de violence? À mon avis, c'est fortement lié justement aux accords d'Abraham qui ont été conclus sous la présidence de Donald Trump. D'ailleurs, n'a jamais été un ami de la Palestine, qui sont malheureusement très, très, très mal pris à l'heure actuelle au plan de la politique américaine.
Toujours est-il que les accords d'Abraham sont des accords qui visaient à normaliser les relations entre Israël puis les pays arabes comme l'Arabie saoudite, le Maroc, la Jordanie, des partenaires importants de la Palestine qui, elle, s'est sentie isolée, mise de côté, comme si le problème palestinien, soudainement, n'existait plus. Puis les Palestiniens se sont alarmés de ça, se sont alarmés de voir leur poids politique diminuer, leur importance diminuer et leur isolation augmenter. Alors, il y a lieu de croire que ce qu'on a vu dernièrement, c'est un gros coup d'éclat qui visait effectivement à forcer les pays arabes à faire un choix entre Israël et la Palestine. Puis comme la rue arabe, comme on l'appelle, a un fort soutien pour la Palestine, ça pèse sur la balance des dirigeants arabes qui ont malgré tout des intérêts économiques très forts pour normaliser les relations avec Israël et particulièrement avec les États-Unis, qui ont d'ailleurs envoyé, durant ces derniers jours, une deuxième fois d'ailleurs, leur secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui va en Égypte, en Jordanie, puis aujourd'hui même en Turquie, auprès du président Erdogan, pour tenter de convaincre tout le monde de rester en dehors du conflit, pour éviter que ça devienne un conflit régional. Sauf que tous les jours où il y a des gens de la bande de Gaza qui meurent sous les bombardements, un camp de réfugiés, une ambulance, les bavures s'accumulent, puis l'indignation collective s'accumule aussi, puis on le sent partout dans le monde. On voit des manifestations partout, à Montréal, à Paris. La cause palestinienne n'a jamais été aussi grande, même aux États-Unis. Puis face à cette pression-là, c'est sûr que ça se ressent, parce que du côté américain, le président Joe Biden a quand même besoin du soutien des minorités, des musulmans pour être réélu, puis une grande partie des démocrates menacent de tout simplement ne pas voter aux prochaines élections. Abstention qui pourrait permettre aux républicains de prendre le pouvoir. Parce qu'une grande partie de la jeunesse démocrate est dégoûtée à l'heure actuelle par la politique américaine. Ils n'aiment pas Trump, mais ils n'aiment pas Joe Biden non plus. Puis à défaut d'un candidat indépendant, comme par exemple M. Kennedy, justement, peut-être, il n'y a rien pour mobiliser les jeunes à aller voter à l'heure actuelle. Parce qu'ils ne se sentent pas concernés par les enjeux, puis ils ne soutiennent pas le militarisme dont le gouvernement fait preuve à l'heure actuelle. Les gens plus conservateurs, à mon avis, n'appuient pas non plus les milliards de dollars américains qu'on fait imprimer à chaque semaine pour de l'aide en Ukraine, pour toutes sortes de raisons. Puis là, on imprime d'argent, puis ça cause de l'inflation. Puis ça, l'inflation, c'est vous et moi qui en payons le prix. Tout le monde, sans exception, on paie le prix pour ça. Puis il faut se demander à quelque part, est-ce que ça en vaut la peine? Alors, concernant le conflit israélo-palestinien, malheureusement, le président d'Israël, Netanyahou, premier ministre plutôt, pardonnez-moi, a refusé tout appel à un cessez-le-feu ou même à une pause ou une trêve humanitaire comme on en parle, comme nos gouvernements en parlent. Alors face à ça, ça cause un dilemme profond, un dilemme moral très profond. Et je crois que là-dessus, même nos propres dirigeants, puis par nos dirigeants, je parle Justin Trudeau, je parle le président Emmanuel Macron, entre autres, sont profondément mal à l'aise, même s'ils ne le démontrent pas. Quoique Justin Trudeau l'a démontré un peu avec un petit discours récemment où il était à deux doigts de parler d'un cessez-le-feu, mais il s'est ravisé en parlant d'une trêve humanitaire.
Alors, à mon avis, c'est clair que les gens plus humanistes, disons, parmi nos dirigeants, sont extrêmement mal à l'aise avec les images qui proviennent de Gaza. Mais à mon avis, il faudrait aussi qu'ils mettent leur culotte, comme on dit ici au Québec, puis qu'ils se permettent de dire à Joe Biden que c'est fini, là, qu'ils veulent un cessez-le-feu, puis qu'on mette fin au carnage. Parce qu'aussi affreux que ça puisse être, l'attentat terroriste du 7 octobre, ça ne justifie pas la boucherie à laquelle on assiste, dans laquelle une vaste majorité de femmes et d'enfants sont victimes quotidiennement de bombardements. Puis sans avoir accès d'ailleurs de manière adéquate à de la nourriture, à de l'eau potable. Ils vivent dans des conditions de guerre dignes carrément de la Yougoslavie, au temps de la guerre civile, ou même de l'Afghanistan, dans les pires moments. Puis, moi, je vous le dis en toute honnêteté, mes pensées puis mes prières vont carrément pour les gens de la bande de Gaza. Puis j'encourage tout le monde à en faire autant. Puis si vous voulez participer plus activement à tout ça, pour mettre fin au conflit, pour mettre pression, parce que nous, le public, on se sent souvent fort impuissant devant ces conflits angoissants-là. Ben, la première chose à faire, à mon avis, c'est de s'intéresser à la campagne de boycott. C'est en notre pouvoir d'exercer une pression économique puis de boycotter tous les produits qui viennent d'Israël. La pression économique, à mesure qu'elle va se faire ressentir, va contribuer à faire pression pour un cessez-le-feu. Puis, on peut aussi continuer d'encourager la cause palestinienne en manifestant pacifiquement, parce que la violence, ça sert à rien. Ça fait juste nourrir la violence. Puis en manifestant pacifiquement, puis en mettant la pression sur nos dirigeants, il faut qu'eux mettent la pression pour un cessez-le-feu dans les plus brefs délais. Puis, effectivement, il y a différents organismes aussi, comme le Croissant Rouge, qui est un peu l'équivalent du Moyen-Orient de la Croix-Rouge, qu'eux autres, ils donnent des vivres, de l'eau, puis ils font partie des rares organismes qui peuvent pénétrer au compte-gouttes dans la bande de Gaza, mais à tout le moins qui peuvent apporter de l'aide à des gens qui en ont désespérément besoin. Puis, effectivement, ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, ce sera un grand plaisir de vous revoir éventuellement. Puis, je vous encourage bien sûr à vous abonner à ma chaîne puis à liker ma vidéo. Ça l'aide au niveau des algorithmes. Puis, on va se retrouver très bientôt avec grand plaisir. Au revoir.